Bonsoir à tous, je suis Franck Desroches, le directeur général de l'Alliance française de Paris. Bienvenue dans mon salon, mais bienvenue surtout à l'Alliance française de Paris où se trouve notre invité ce soir à l'occasion de cette rencontre que nous co-organisons avec la RATP. Donc nous avons le privilège d'accueillir ce soir Isabelle Carré qui vient nous présenter son livre Du côté des Indiens qui vient de sortir chez Grasset. Et je suis très heureux de vous accueillir à travers le média que met à notre disposition notre partenaire de l'Institut français de Paris. Toute cette assistance, on est déjà une centaine de personnes et il y avait 300 inscrits ce soir. Je sais que vous nous écoutez d'un peu partout dans le monde et ça c'est une audience formidable. L'Alliance française, comme vous le savez, c'est l'enseignement de la langue française et c'est surtout la promotion des cultures francophones et le dialogue entre les cultures. C'est ce que nous portons au quotidien, la centaine de personnes qui travaillent à l'Alliance française à Paris, au boulevard Raspail, et où se trouvent nos invités ce soir, et où va avoir lieu ce que j'aime appeler notre causerie au coin du feu, avec Isabelle Carré ce soir. Je sais que ce soir, il y a une assistance depuis la Russie, la Turquie, les USA, le Maroc, le Liban, l'Allemagne, le Turkménistan et la France, bien sûr. Vous êtes aussi très nombreux à nous suivre. Donc, je voulais vous souhaiter la bienvenue à l'Alliance française de Paris, remercier nos partenaires, donc l'Institut français de Paris, Frédéric Jagut qui est là aux manettes, avec Flore Bénard et Cerise Schwaller qui sont aux manettes également, l'équipe de l'Alliance française de Paris. Et puis la Fondation Alliance française, notre partenaire qui nous accueille à l'auditorium. Voilà, je vais céder tout de suite la parole à Patricia Guérin, donc, qui est responsable du centre culturel de la RATP et qui va vous présenter notre soirée de ce soir. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À vous, Patricia. Bonsoir à vous. Tout d'abord, j'espère que vous vous portez tous très bien. Donc, le Centre culturel Auguste Daubel et les médiathèques du CE de la RATP, l'Alliance française, avec le soutien donc de l'Institut français, de la Fondation Alliance française, sont particulièrement donc très heureux d'accueillir ce soir la comédienne et actrice et aussi autrice Isabelle Carré. Donc cette soirée, elle s'inscrit dans le cadre d'un cycle de rencontres abordant des thématiques variées, le théâtre, la littérature, l'histoire de l'art, l'histoire, les sciences ou encore l'environnement. Ces rencontres sont l'occasion de découvrir des invités attachants, des spécialistes de leur domaine qui font réfléchir et nous font voir le monde autrement. Toutes ces rencontres ont un lien donc avec le présent et nous donnent à réfléchir sur le monde d'aujourd'hui, tout en faisant référence au passé pour mieux comprendre les enjeux actuels et mieux appréhender l'avenir. Donc après avoir accueilli Daniel Pénac le 15 octobre dernier, l'historien Pape Diaye le 5 novembre dernier, à l'occasion des présidentielles américaines, nous sommes très heureux donc ce soir de recevoir Isabelle Carré pour son deuxième livre, édité chez Grasset, qui s'appelle « Du côté des Indiens ». Et c'est donc Laurence Tinader, médiathécaire au CE de la RATP, qui animera cette soirée. Alors, après leurs échanges, vous pourrez poser vos propres questions via la plateforme Livestorm. Je suis sûre que vous en aurez beaucoup. Alors, avant de commencer, je vous donne quelques conseils pratiques pour profiter au mieux de cette rencontre. Alors, tout d'abord, vous disposez d'un onglet chat à droite de votre écran qui vous permet de réagir et qui peut être utilisé, par exemple, si vous rencontrez aussi des problèmes techniques. Notre équipe vous assistera et pourra vous répondre au mieux. Alors, pour poser des questions à notre invité, donc à la fin de l'échange, vous disposez d'un onglet « Questions » à droite du chat. Vous pouvez également voter sur les questions qui vous intéressent et que vous souhaiteriez voir posées à notre invité à la fin de la rencontre. Donc, n'hésitez pas. Et puis, pour le confort de l'écoute, vous pouvez désactiver les notifications en cliquant sur la petite cloche en haut à droite de votre écran. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée en compagnie d'Isabelle Carré. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir et merci Isabelle Carré d'avoir accepté d'être en présentiel sur ce plateau ce soir. C'est très sympathique, plus sympathique je pense que chacune chez soi. Oui. Voilà.
Je vais faire une petite présentation de vous-même, rapide, de votre parcours pour les étudiants des Alliances françaises qui ne vous connaissent peut-être pas aussi bien que nous. Alors, n'hésitez pas à corriger ou compléter ce que j'ai choisi de dire. Oui. Vous êtes comédienne, née à Paris, où vous avez grandi, dans une famille, on va dire, très particulière. Et c'est d'ailleurs le sujet de votre premier livre, Les Rêveurs, dont on parlera un petit peu forcément aussi. Avec plaisir. Alors, ce livre est d'ailleurs empruntable, disponible en numérique et en audio sur la plateforme CultureTech, qui est la bibliothèque numérique de l'Institut français. Ainsi, certains étudiants l'ont peut-être déjà lu. Alors, surtout, c'est le premier livre qui est disponible. Et j'en profite pour saluer tous les étudiants du monde entier qui sont en ligne ce soir, et puis les agents RATP et les employés du comité d'entreprise qui sans doute nous regardent aussi. Je reviens à vous. Après le bac, vous intégrez l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre. Et puis vous commencez rapidement une importante carrière et théâtrale et cinématographique. Et la notoriété arrive aussi rapidement. Vous alternez les films grand public, les films d'auteur, beaucoup, les téléfilms aussi, et les pièces de théâtre, beaucoup aussi. Et j'ajouterais que pour autant, vous êtes une personne très discrète. Alors, vous me voyez ravie que vous soyez passée à l'écriture, parce que si ce n'était pas le cas, je ne vous aurais sans doute jamais rencontré. Et j'avoue que vous faites partie de mon panthéon, modeste panthéon, mais de mon panthéon cinématographique. C'est gentil. C'est vraiment super. Alors, ma première claque, vous concernant, ça a été ce souvenir des belles choses de Zabou Bretman, que j'ai voulu voir à l'époque pour des raisons qui sont... des motivations triviales et mystérieuses, n'est-ce pas? Parce qu'une partie du film a été tournée dans un des centres de colonies de vacances du comité d'entreprise. C'est vrai, RATP. Je me souviens. Et le sachant, je m'étais dit, je vais regarder le film, voir si je reconnais la colo. Comme quoi, les motivations. Et donc, vous avez eu pour ce film le César de la meilleure actrice en 2003. Et pour moi, ça a été une véritable claque, ce film. Donc, merci. Alors après, je vous ai aussi aimé et apprécié parce que pour chaque rôle, il y a une petite musique particulière. Et puis, vous êtes souvent très touchante, souvent décalée, et parfois aussi très, très drôle. Donc, je vais citer en vrac La Bûche, 21 nuits avec Patty, en duo avec Karine Viard, que j'adore également. Le Refuge, le téléfilm La Maladroite, que j'ai vu par hasard et qui est vraiment quelque chose de magnifique, qui vient de repasser, je crois, à la télévision. Qui vient de repasser, qui a fait une grande audience et je m'en réjouis parce que c'est très important de parler des enfants maltraités. Tout à fait. Et grâce à ce film, ça a fait quand même bouger les choses et ça continue à le faire. Et là, le service public a toute son importance. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez souvent joué des personnes avec des parcours compliqués. Je suis très touchée aussi par le monde de l'enfance. Oui. Là, je viens de terminer un nouveau téléfilm un peu dans le même registre, qui parle des enfants placés dans des foyers, des enfants placés dans des familles, et tout ce que ces enfants subissent. On ignore beaucoup de choses sur ce thème-là, et c'était très important. Et je trouve que France Télévisions là est formidable de mettre ces films-là à l'honneur. Ok, j'allais dire parce que j'allais citer Oli Lola. Oui. Le renard et l'enfant. Et en fait, c'est des films que j'ai choisis un petit peu, mais je pense en fonction de des engouements que ça a pu provoquer pour moi. Et je me suis fait la réflexion tout de suite qu'en fait, il y avait tout le temps des histoires d'enfants. Exactement. En tout cas, très souvent des histoires d'enfants. Oui. C'est vrai que je sais pourquoi, mais je vais pas le dire peut-être ce soir, mais c'est vrai que le monde de l'enfance et particulièrement les enfants qui sont fragilisés, la perte de l'innocence sont des thèmes qui me bouleversent, qui me touchent particulièrement. Alors, on le voit de toute façon dans les deux livres, du côté des Indiens aussi. Oui. Alors, vous avez également fait des comédies. Il y a 4 étoiles, les émotifs anonymes, Tellement proches, qui m'a fait hurler de rire. Angers Gabriel, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, qui sont plutôt des comédies. Vous excellez dans la comédie parce que vous êtes pétillante et totalement barrée parfois. Et alors ça, vous pouvez être totalement barrée autant dans le tragique que dans le comique. J'ai pas peur du ridicule. Je crois que ça aide beaucoup. C'est parfait. Ça va peut-être m'aider ce soir. Alors, le dernier film que j'ai vu avec vous, c'est l'Esprit de famille, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps.
Et alors, je trouve que pour la première fois, vous êtes le seul personnage qui est totalement équilibré et Normal. dans une famille qui est complètement, alors elle, pour Oui. le coup, barrée. Oui, Vous c'est êtes un vrai vrai. pilier et il me semble que c'est une des premières fois que vous avez un rôle comme ça. Dans Tellement proche que vous avez cité, j'étais aussi la plus ancrée dans le réel, on va dire, par C'est vrai. rapport aux autres personnages qui avaient tendance à s'agiter dans tous les sens. J'étais peut-être aussi la plus carrée, là. C'est peut-être à cause de mon nom. Ok. Alors, bon, c'est une liste qui est absolument pas exhaustive, hein. C'est pas représentative non plus, c'est juste ma petite mémoire. Et voilà. Alors, votre carrière à ce jour, on va quand même un petit peu en parler, c'est plus de 30 films, de Romuald et Juliette de Colin Serrault en 1989 à De Gaulle, de Gabriel Le Baumin en 2020. Je crois que c'est même 60 films. D'accord, alors j'ai pas compté, j'avais lu 30 et j'ai pas recompté. J'ai pas compté non plus, mais on m'a dit ça dans une interview et j'en ai été un peu étonnée. Mais bon, il faut dire que j'ai commencé très jeune, je tiens à le préciser. Tout à fait. Et vous avez été nommée, alors meilleur espoir féminin pour 3 films, meilleure actrice pour 5 films, dont lauréate pour Se souvenir des belles choses. Oui. Ce qui est un sacré parcours. Dans votre carrière, c'est aussi le théâtre, pour lequel alors vous avez eu 2 Molières, si je ne me trompe pas, et 5 nominations, et puis plein d'autres prix. Alors, je ne les ai pas notés. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le prix Romy Schneider, parce que j'ai vraiment eu un choc en voyant un film où elle jouait dedans une femme à sa fenêtre, qui n'est pas son plus connu d'ailleurs, mais à la suite de ça, je me suis inscrite dans un cours de théâtre et pourquoi ? Parce que j'étais subjuguée par son émotion. Moi-même, je me sentais très encombrée par cette émotivité qui était la mienne. Et en la voyant, je me suis dit, mais finalement, l'émotion peut être belle, généreuse, et où la placer. Finalement, peut-être que dans un cours de théâtre, là, elle aura sa place. Elle sera pas encombrante et embarrassante comme dans la vie quotidienne, comme dans la vie de tous les jours. Et c'est ce que j'ai ressenti la première fois que je me suis retrouvée dans un cours de théâtre. J'ai eu le sentiment que là, oui, non seulement l'émotion n'était pas encombrante ni embarrassante, mais même elle était souhaitable. Oui, vous en parlez très bien dans Les Rêveurs. Oui, c'est vrai que dans Les Rêveurs, je parle plus de théâtre et du côté des Indiens, plus de cinéma. Oui, c'est bien, vous abordez les deux les deux côtés de mon métier, oui. Alors, vous arrivez quand même à l'écriture, 2 livres, dont le premier, Les Rêveurs, a reçu le Grand Prix RTL Lire. Oui. Voilà, premier essai, bim, bravo. Oui, ce prix m'a beaucoup touchée parce que c'est vrai que c'est pas rien de se lancer si tard dans l'écriture. J'ai attendu beaucoup parce que je pensais que, par respect sans doute pour tous les auteurs qui m'ont habité, que je travaille. Vous avez une énorme culture d'ailleurs. En tout cas, au théâtre aussi, vous savez, quand on joue un auteur pendant des mois, je pense à des auteurs comme Lars Noren ou Tchekhov ou Schnitzler. Quand on joue des auteurs pareils, se dire ensuite, moi aussi, tiens, je vais écrire ma petite histoire, c'est vraiment, oui, c'est très inhibant. Et du coup, je pense que c'est à cause de ça que j'ai tant attendu, parce que j'écrivais beaucoup quand j'étais plus jeune, et puis j'avais même écrit un premier roman quand j'avais 26-27 ans. Et par contre, vers l'âge de 30-35 ans, j'ai un peu mis l'écriture de côté parce que j'étais tellement sollicitée par des premiers rôles qui me passionnaient, voilà, que j'avais moins besoin de ce moyen d'expression qui est l'écriture. Mais le rêve récurrent, d'où le titre d'ailleurs de ce premier roman, Les Rêveurs, le rêve d'écriture était toujours là. Le rêve d'écrire cette histoire-là, cette histoire particulière qui est effectivement en grande partie autobiographique, qui est celle de ma famille. Ok, on va y revenir. Oui. On va y revenir de toute façon. En fait, j'ai fait le tour, sauf que vous êtes aussi une femme et une maman. Oui. En plus de tout ça. J'ai 3 enfants. C'est ça. Et j'ai entendu une chroniqueuse sur France Inter qui vous a qualifié de femme Thermomix. Ça m'a beaucoup fait rire. Oui. Moi, j'aurais dit femme couteau suisse aussi, puisque vous avez quand même énormément de cordes à votre arc. Oui, j'ai besoin, en tout cas, c'est certain, de vivre 1000 vies. Je trouve ça difficile de choisir, en fait. Les choix sont compliqués et réducteurs. Parce que dans votre écriture, on le voit beaucoup, en particulier du côté des Indiens. Oui, puisque je vous vois venir, il y a 4 points de vue
4 points de vue et pas un seul, oui. Et j'ai beaucoup aimé, par exemple, pour parler des points de vue, le dernier roman de Paul Auster, 4, 3, 2, 1, qui parle d'un seul personnage, mais avec 4 possibilités. 4 possibilités différentes pour un même destin. Et si il avait pris ce chemin-là au lieu de celui-là, qu'est-ce qui se serait passé? Et c'est un thème qui autant que les enfants d'ailleurs, qui m'habite beaucoup, qui m'obsède beaucoup. Oui. Quelque chose de ce type-là pour la suite. Absolument. Comment vous l'avez deviné? Je suis dans l'écriture d'un 3e livre et voilà, et on est dedans, on est en plein dedans. C'était une des questions, on l'a déjà posée, du coup, c'était une des questions d'après. Et faut quand même dire que vous avez le goût des mots. Oui, le goût des mots, le goût des histoires, le goût de la fiction. J'ai le sentiment que sans la fiction, la vie serait trop brutale. Pour paraphraser Tchekhov qui dit que la vie est brutale, je suis d'accord avec lui. Et sans la fiction, voilà, elle adoucit quand même considérablement Et oui, et on voit encore à quel point on en a besoin en ce moment. C'est pas pour rien si on se précipite tous vers les contenus comme celui-là, si on est si pressé en ce moment en France que les librairies rouvrent, que les théâtres aussi, que les cinémas rouvrent dans 15 jours en croisant les doigts. Donc, on peut pas vivre sans, en fait. Et oui. Alors, sur le goût des mots, j'ai remarqué que en particulier du côté des Indiens, il y a un vocabulaire incroyable. Alors, vous dites, vous, par exemple, héliotropique. Oui. Quand moi, je dis se tourne vers la lumière. Vous dites cénotaphe. Quand moi, je dis monument funéraire qui ne contient pas le corps du défunt, à qui l'on rend hommage. Vous dites éphélide. Quand moi, je dis tache de rousseur. Vous dites aussi ataraxie. Quand je dis tranquillité ou absence de trouble. Vous dites factionnaire quand je dis il est en faction ou c'est une sentinelle. Oui. Et donc, pour tout ça, pour certains mots, j'ai cherché quand même la définition sur Google. Donc, on sent que vous avez… J'aime bien les mots rares, en fait, et voilà, j'aime bien jouer à ça avec des amis. Quand, par exemple, on est en train de répéter et qu'on attend que les lumières soient fixées sur nous et qu'on doit rester à nos places, je lance souvent ce jeu de qu'est-ce que ça veut dire ce mot Eh ben, écoutez, là, voilà. Moi, j'ai appris des choses, donc je vais continuer à vous lire pour continuer à en apprendre. C'est une richesse, ça donne une richesse à vos mots. Mais il y a des mots magnifiques. Il y a des mots, d'ailleurs, je sais pas, je vais en citer un, valétudinaire. Valétudinaire, ça ressemble presque à Prévert. Il y a un côté poétique. Ça sonne, voilà. Ça signifie quelqu'un qui a tendance à être malade. D'accord. Ah ben, il est décevant dans son contenu, oui. Mais voilà, la sonorité est belle et poétique. Alors, vous avez d'abord écrit Les Rêveurs en 2018. Oui. Je l'ai dit, Grand Prix RTL, totalement autobiographique, mais vous dites que vous avez imaginé les Blancs. Oui, pas totalement autobiographique. C'est vraiment, d'ailleurs, il y a bien marqué roman et non pas récit. Oui, pourquoi? Parce que j'ai pas voulu mener d'enquête. J'ai pas voulu aller fouiller dans les archives familiales, regarder les photos. C'est entièrement et résolument subjectif. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas, comme tous les enfants, parce que je pars de l'enfance, encore une fois, tant de choses que je ne savais pas et j'ai interrogé personne, je n'ai interrogé que mon imagination et je me suis servie et je me suis précipitée même sur tous les blancs, tout ce que je ne savais pas, pour en profiter et le remplir d'imaginaire et faire plein de suppositions. Là aussi, on retrouve un peu le goût des champs des possibles, qui est le mien, et je me suis précipitée dans ces blancs pour imaginer cette chose qu'on devrait tous faire d'ailleurs. Quels ont été les mots qu'ont échangés mes parents lors de leur première rencontre? J'en ai évidemment aucune idée. Je sais même pas comment ils se sont rencontrés. Je sais juste que ma mère était enceinte et c'est tout. Où, comment, qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est passionnant de faire cet exercice-là. Parce qu'on dit de ce roman que c'est le plus autobiographique et au bout du compte, quand on en parle avec vous, on se rend compte que, certes, c'est votre vécu. Il y a des points de réalité, mais ce sont juste des petits… Et voilà, il fallait remplir tous les petits points et je me suis beaucoup amusée à ça d'ailleurs. C'était mon plaisir de mélanger cette fiction avec la réalité et de me perdre là-dedans. Donc c'est quand même
le vécu de votre enfance, de votre adolescence dans les années 70. C'est ça. Dans une famille dysfonctionnelle en diable. Oui, je ne sais pas si on peut dire, j'ai pas de jugement par rapport à ça. C'est pas un jugement, c'est... Je dirais juste que c'est voilà, une famille qui ne ressemble pas à toutes les autres, Non. qui est un petit peu particulière, des gens qui se cherchent, qui cherchent leur place. Oui. Pour le dire plus simplement, mon père était homosexuel et il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Être homosexuel, découvrir son homosexualité dans les années 60 en étant adolescent, c'est compliqué. Oui. À ce moment-là vient d'être votée une loi. Oui, il y a eu un documentaire merveilleux qui s'appelle Les Invisibles et que je conseille à tout le monde, qui parle de cette génération-là et du regard qui était porté. C'est vraiment un thème qui me passionne d'ailleurs autant dans ce documentaire que aussi il y a un film que j'avais adoré qui s'appelait The Celluloid Closet, qui était un documentaire qui montrait le regard de l'homosexualité au cinéma. Comment Hollywood, au fur et à mesure des époques, parlait ou pas, d'une façon apparente ou cachée, de l'homosexualité. Comment les homosexuels étaient vus. Alors on voit bien que au début, voilà, c'était des private jokes et puis petit à petit ça a évolué jusqu'à ce que ça soit ouvert, mais quand même il fallait qu'ils payent et que ils soient malheureux. Je pense à ce western, le nom m'échappe, la magnifique western avec deux homosexuels qui tombent amoureux l'un de l'autre, mais voilà, il y en a un qui doit vraiment payer à la fin et souffrir atrocement et peut-être même mourir si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc oui, c'est intéressant. C'était aussi mon point de départ, faire la peinture d'une époque. Pas seulement raconter mon histoire personnelle, mais faire la peinture d'une époque, les années 70. Très précise la peinture. Et alors, on a 9 ans d'écart, ce qui peut paraître énorme, mais je pense que le monde allait moins vite à l'époque. Parce que en lisant, vous êtes connu. Il y a plein de choses. Et même, vous m'avez permis de me remémorer des choses que j'avais oubliées. Et oui, vous en faites une peinture très précise. Je suis un peu nostalgique. Et j'ai, une grande nostalgie de cette époque aux couleurs acidulées, où les journalistes faisaient le journal de télévision en pull à col roulé orange, où nos voitures n'étaient pas grises et noires ou blanches, mais vert pomme. Voilà, c'est vrai qu'il y avait de la couleur, il y avait de la naïveté en fait, beaucoup de naïveté. Aussi, vous parlez, je sais plus, à un moment vous avez évoqué une publicité, je me rappelle plus laquelle, et oui, voilà, c'était vraiment. La télé de ces années-là, c'était aussi autre chose. Oui, et notre rapport aussi à l'enfance. L'enfant n'était pas au centre. On venait de découvrir, grâce à Dolto, que l'enfant était une personne. Elle avait créé ce documentaire. L'enfant est une personne, et je me souviens de l'avoir regardé avec mes parents. Et effectivement, on était étonnés. C'était pas encore une personne, un bébé, c'était une personne en devenir, mais on le considérait pas. On ne lui parlait pas comme on parlait à une personne. On lui parlait avec un langage un peu imagé, un peu bétifiant. Voilà. Et voilà. Tout à fait. Alors, je dois dire que moi, j'ai lu Les Rêveurs après du côté des Indiens. Ah, vous l'avez fait à l'envers, mais c'est bien aussi. Mais oui. J'étais passée à côté, je dois dire. Mais c'est pourquoi pas. Non, il n'y a pas de... On ne peut pas tout lire non plus. Mais ça marche aussi dans ce sens-là, de toute façon, parce que l'un éclaire l'autre. Oui. Je pense qu'on dans n'importe quel sens. Ils sont liés, même s'ils sont très différents, j'ai l'impression. Oui. Et alors, je vous l'avais déjà répondu, j'allais vous demander quelle est la place de l'écriture dans votre vie. Et alors, là, vous y avez répondu. Et comment et pourquoi est venue l'envie d'écrire, et en particulier, du coup, d'écrire un livre? Alors, vous dites que vous y êtes venu tard. Comment c'est venu, ça? Alors, en fait, je vous ai parlé de ce rêve récurrent de me remettre à l'écriture et malgré le fait que ce métier de comédienne me permettait vraiment de m'exprimer et je n'avais aucune frustration par rapport à ça. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à n'être qu'une interprète et à dire les mots des autres et à être dans la bulle de fiction et à rentrer dans l'univers d'un metteur en scène et d'un auteur. Mais au bout d'un moment, sans doute, me manquait me titillait la possibilité de dire mes mots à moi. Et j'ai fait un film comme comédienne qui m'a
encore poussée dans ce désir-là. C'est un film des frères Larieux qui s'appelle 21 nuits avec Patty, où je passe le film à écouter les histoires de Karine Viard et où mon personnage prend la parole à la toute fin. Et en prenant la parole, dans un grand monologue, trouve son désir. Ouais, magnifique monologue. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, 21 nuits avec Patty, et il est incroyable ce film. Et à la suite de ce tournage, je me suis inscrite dans un atelier d'écriture organisé par Philippe Jean chez Gallimard, un atelier d'écriture ouvert à tous. Et là, j'en profite pour nos auditeurs et vraiment dire à quel point les ateliers d'écriture, même si c'est juste pour vous, c'est vraiment un beau lieu, un beau moment d'échange. Nous étions 12 apôtres face à Philippe Dian et il nous donnait des exercices à faire. C'était des gens très différents. C'était pas du tout enfin, il y avait des professionnels, mais il y avait aussi, par exemple, une femme psy qui voulait raconter un peu ce qu'elle vivait avec ses patients, une vieille dame qui voulait parler de son histoire et la transmettre à ses petits-enfants. Il y avait une femme qui écrivait des histoires pour les enfants qui voulait passer au roman pour adultes. Il y avait un geek qui voulait parler d'histoires de geek. Enfin, il y avait vraiment des gens très, très différents. Et ça a été vraiment un bon moment pendant 3 mois. Nous nous voyions tous les jeudis soirs. Et voilà, et c'est là que j'ai commencé l'écriture des rêveurs. Et ce que ça m'a apporté, c'est de retrouver vraiment l'écriture au quotidien que j'avais perdue. Et c'est ça, en fait, la clé. Vous parlez de vos carnets. Voilà, je parle de mes carnets, effectivement, et dans les rêveurs, il y a un carnet particulier qui est un carnet que j'ai écrit quand j'étais adolescente dans un hôpital psychiatrique. Et ça, c'est vraiment la partie la plus vraiment vraie de toute l'histoire. Là, je n'ai pas romancé, je ne suis pas partie ailleurs, je n'ai pas cherché à rendre le passé présent et modifiable. Non, là, c'était d'ailleurs en retrouvant ces carnets, je me suis replongée avec un souci de réalisme dans ces moments-là. Pourquoi? Parce que je trouvais important de raconter que c'est parfois paradoxalement dans les moments les plus sombres de votre existence, là où vous pensez que vous allez toucher le fond et que vous allez mettre du temps à vous en remettre, que la solution peut advenir brusquement. La lumière est là et très vite, j'ai été sauvée par ce film donc que j'ai vu à l'hôpital psychiatrique, j'en parlais tout à l'heure, de Romy Schneider. Elle disait une phrase: préférer les risques de la vie aux fausses certitudes de la mort. Cette phrase m'a beaucoup touchée. Je me suis dit oui, les risques de la vie, c'est passionnant et il faut pas en avoir peur. Et j'ai écrit cette phrase dans mon carnet et je la lisais, je me la relisais sans cesse et je me suis dit mais il faut la faire vivre. Il faut la faire vivre où? Dans un cours de théâtre. Et du coup, je me suis inscrite dans un cours de théâtre et là, je me suis sentie tout de suite beaucoup mieux. Ouais, c'est le théâtre qui vous a sauvé quand même. Oui. Enfin, vous le dites. Oui, absolument. C'est pour ça que là aussi, j'ai envie de dire à nos auditeurs, surtout par rapport aux enfants et aux adolescents, qui est un moment particulier, fragilisant de notre vie, il faut faire des cours de théâtre ou des cours de danse ou de la peinture il faut s'exprimer. Ce sont pas des activités, ce sont beaucoup plus que ça. Et on le voit aussi pendant ce confinement, pendant ces jours particuliers, on a besoin d'art, on a besoin de s'exprimer soi-même, soit s'exprimer en se projetant à travers un autre. Le théâtre aussi sert à ça, c'est une catharsis extraordinaire. C'est vrai. À travers un personnage, à travers l'histoire de quelqu'un d'autre, ou en lisant un livre, on se lit soi-même et on est moins seul. Et on trouve des mots à ces mots MAUX. C'est ce que vous avez fait en tout cas. Et donc 2020, du côté des Indiens. Oui. Vous avez attendu non, vous n'avez pas attendu 2 Non, j'ai enchaîné parce que j'ai même commencé à écrire avant la sortie des Rêveurs, du côté des Indiens. J'avais fait une première version. Je voulais aller très vite en fait. Pourquoi j'ai voulu aller très très vite, trop vite? C'est parce que j'avais très peur de pas être capable d'écrire un 2e livre. J'étais très inquiète de ça. La page blanche alors. Très peur de n'être la femme que d'un seul roman. Et du coup, j'ai voulu aller trop vite. Et Dieu merci, j'ai la chance extraordinaire d'être chez Grasset et d'avoir une éditrice, Juliette Jost, qui est une femme exceptionnelle, qui m'a dit que tout était là dans mon histoire, mais qu'elle n'était pas encore sortie de sa gangue et qu'il fallait que je prenne mon temps.
je le remercie beaucoup parce que une fois que elle m'a autorisée à prendre le temps, eh bien, j'ai mis effectivement 2 ans et demi à peaufiner cette écriture et à faire en sorte que chaque personnage, donc ces 4 points de vue, Ziad, ce petit garçon de 10 ans, Muriel, cette voisine du 5e étage, Bertrand, le père de Ziad, et Anne, la mère de Ziad, donc ces 4 personnages puissent chacun s'exprimer. Donc, c'est presque comme 4 nouvelles avec ces 4 points de vue, mais le fil entre eux existe. Et de pouvoir aller au bout de chacun de ces personnages. Et là, c'est vrai que par rapport à mon métier, ce que je vois de commun, c'est le goût des personnages, quoi. J'ai adoré être en leur compagnie et j'ai même eu du mal à les quitter. Je suis pas du tout étonnée. Je me disais, mais comment sont venus ces personnages qui sont quand même assez incroyables, oui et non, parce qu'il y a de vous dans les 4, je pense. Oui, absolument. Il me semble. Oui. Déjà, ces 4 personnages, ces 4 secrets très lourds, ces 4 fils qui s'entrecroisent sans arrêt. C'est vrai que j'ai le goût du secret et je dirais peut-être l'autre thématique qui les relie, c'est le besoin de consolation. Contrairement à, voilà, par l'imagination, exactement. Contrairement à Steve Dagerman, dont j'adore le livre Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, que je vous recommande, qui est un petit livre très fin et très beau. Je pense que aussi notre besoin de consolation est tout à fait possible à rassasier en se réchauffant les uns auprès des autres et aussi en grande partie grâce à l'imaginaire. Oui, alors justement, le thème de la résilience avec la rencontre de quelqu'un d'autre, moi c'est ce que j'y ai vu. Entre Ziad par exemple et Muriel, cette amitié improbable, c'était vraiment le point de départ en fait de ce livre. J'avais très envie de raconter une histoire d'amitié entre un enfant et un adulte. Oui. J'aime beaucoup les romans d'apprentissage aussi. Oui, j'allais vous dire que la partie Ziad, pour moi, c'est un roman. Oui. Enfin, il y a 4 styles. Je pensais beaucoup à La vie devant soi, en fait, parce que j'adore Romain Gary. Et je pensais beaucoup à Momo pour Ziad, le petit Ziad. Je pensais beaucoup à Momo du livre de Romain Gary, même si, alors, par contre, Muriel n'a rien à voir avec Madame Rosa. Mais voilà, j'avais envie de parler de ces 2 êtres dans cet immeuble qui sont dans leur solitude tous les 2 et qui vont se réchauffer, s'aider parce que ce sont 2 solitaires et Muriel va lui faire découvrir un autre monde, le monde du cinéma. Le côté en l'emmenant sur un tournage. Le côté joyeux, solaire, drôle. Oui. Je me suis beaucoup amusée à montrer l'envers du décor, comment ça se passe sur un tournage. Des précisions, c'est entomologiste. Les acteurs qui traversent le rail du travelling en regardant surtout pas par terre et en continuant à discuter avec son partenaire sans se casser la figure. Le scotch qu'on doit regarder à côté de la caméra en faisant croire qu'on regarde son partenaire alors qu'il est à 4 pattes pour vous donner la réplique. Voilà, raconter tout cet envers du décor et cet envers amusant, c'est vrai, savoureux du cinéma. Parce que, alors là, on a le côté solaire du cinéma avec Ziad et puis avec Muriel. Oui. Il y a une rupture de ton totale. J'allais vous dire qu'il y a des styles d'écriture extrêmement différents. Oui. Comme si vous aviez des types d'univers. Comme si vous aviez eu du mal à choisir, mais en fait, je suis pas sûre que vous ayez eu du mal à choisir. Je crois que vous aviez. C'est pas que j'avais du mal à choisir, c'est que je voulais vraiment épouser chaque personnage avec sa personnalité. Donc c'est vrai que l'écriture allait avec la personnalité de chacun. C'était un peu comme un monologue intérieur. Enfin, je voulais vraiment être dans leur point de vue à eux. Un monologue intérieur. Oui. Surtout chez Muriel. Il y a beaucoup de pensées, ouais. Et effectivement, la deuxième partie est celle de Muriel et concerne on va dire, ma petite pierre au mouvement MeToo. Oui. J'avais à cœur. Je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, j'avoue, je crois que je ne suis pas la seule parce que j'ai lu quelques critiques. Oui. Et en fait, c'est vrai qu'on démarre dans la tête d'un gamin de 10 ans. Oui. Alors que ce n'est pas tout rose, parce que quand même, il y a une. Il y a aussi la perte de l'innocence. Il y a la perte de l'innocence, la perte de l'enfance. Et il y a aussi la perte de l'innocence d'une autre manière pour Muriel qui a 20 ans et qui donc est devenue script. Quand elle emmène ce petit garçon sur un tournage, elle est passée derrière la caméra, mais quand elle était plus jeune, quand elle avait une 20aine d'années, elle a tourné un premier long métrage. Et là, il y a un metteur en scène qui a abusé d'elle. Elle n'a pas su, elle n'a pas pu, elle n'a pas réussi à dire non. Là aussi, c'est d'une, enfin, votre écriture est
d'une précision et qui fait mal justement parce qu'on le vit avec elle. Et c'est terrible. Et ouais, j'en suis perturbée. Tant mieux, mais extrêmement bien, je voulais que ça soit un moment où on puisse s'identifier. Je voulais qu'on puisse parler aussi du consentement, mais d'une manière peut-être un peu différente de la façon dont on l'a abordé, en tout cas en France, ces quelques dernières années, puisqu'on peut le dire, la notion du consentement est quand même très récente. Elle date du livre de Vanessa Springora, de quelques années, on va dire 2017, de l'arrivée de l'affaire Weinstein, de la façon dont on a parlé de l'affaire Weinstein ici en France. Ce mot consentement vient d'il y a plus d'une vingtaine d'années dans les campus américains, mais finalement, on s'en est des féministes américaines il y a une vingtaine d'années dans les campus américains, mais elle s'est démocratisée, cette notion de consentement, depuis quelques années seulement. Déjà, là, on peut se poser une question. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on en parle seulement maintenant, que cette notion du consentement, qui est quand même tellement essentielle dans le rapport homme-femme, dans le rapport qu'on a à notre désir. Céder n'est pas consentir, effectivement. Et aujourd'hui, voilà, c'est important qu'on s'en empare. Et moi, j'avais envie de m'en emparer, pas d'une manière, même si je comprends très bien qu'on ait besoin de nommer et même de dénoncer que certaines femmes aient besoin de le faire. Et je ne juge pas qu'on ait besoin de le faire et qu'on puisse éprouver la nécessité d'aller jusque-là, de dire les choses, quoi. Mais en ce qui me concerne, c'était pas ce qui m'animait. Ce qui m'animait, c'était de partager une expérience et peut-être avoir l'espoir de donner comme ça des armes aux jeunes femmes ou aux jeunes hommes qui pourraient se retrouver dans une situation similaire à celle que je décris, c'est-à-dire dans le monde du travail, comme débutant, dans un rapport hiérarchique difficile. Non, je pense au premier stage en entreprise aussi, où on peut se sentir aussi fragilisé comme ça et avec ce rapport hiérarchique qui peut vous couper les jambes, quoi, et vous empêcher de parler, de se positionner, de dire non. Et là, j'y vais pas. Voilà, et d'être aguerri, de pas subir cet effet de surprise. Vous dites aussi, vous parlez de l'expérience, à un moment vous dites l'expérience aide à apprendre à mettre des limites, si je me souviens bien, et à se défendre. Oui, c'est ça, et à comprendre en fait ce qui s'est passé. Parce que ce moment-là, cet instant T, cet effet de surprise, quand il arrive, peut-être je vais lire un extrait. Oui, c'est vrai. Ça sera plus simple. En l'occurrence, il s'agit d'un baiser qui surprend le personnage de Muriel, qui est donné par ce metteur en scène, qui n'interroge pas du tout son désir. Quand cette chose arrive, et puis la suite, ce qui va se produire, il y a un effet de tétanie. Il y a vraiment cet effet de surprise et se prémunir de cet effet de surprise, je pense que c'est important peut-être d'être juste alerté en fait pour pas qu'il ait lieu. Et c'était un peu ça que j'avais envie de faire pour mes filles, je dois dire en première partie, et puis pour toutes les jeunes femmes et tous les jeunes hommes qui pourraient se retrouver dans cette situation-là, qui ne soient pas aussi naïfs et démunis que j'ai pu l'être. Voilà. Donc je vais lire ce passage. Alors je parle d'abord du tournage, une cantine de tournage. La cantine était installée près de la mairie, une petite mairie comme un jouet, une maquette grise de circuit électrique. La tente plantée sous les marronniers, avec ses bâches à rayures blanches et vertes, donnait un air de fête à toute la place. Il ne manquait plus que la musique et quelques guirlandes lumineuses. À la fin du repas, chacun se mit d'ailleurs à entonner le chant festif d'un joyeux anniversaire. Muriel n'en avait pourtant rien dit à personne, 20 ans, née à Autun le 30 août 1983. La production possédait sûrement sa fiche de renseignement. Quand François traversa le Barnum en apportant un énorme gâteau à 3 étages et que la salle entière l'applaudit, elle ne put retenir ses larmes. François, c'est le metteur en scène, donc. Ses joues devaient être rouges écarlates, elle sentait la chaleur lui monter au visage par couches successives. Son partenaire, Stéphane, au bout de la table, singeait son air surpris, effaré.
Malgré le travail qui restait à accomplir jusqu'à 4 heures du matin, la régie servit à tous du champagne et on déposa à côté de son assiette un bouquet de fleurs blanches. Muriel était comblée, aussi heureuse que possible, bien qu'embarrassée par l'attention soudaine que tous lui portaient. En dehors du plateau, elle avait souvent l'impression de ne plus exister. Mais ce soir, François la complimentait et lui parlait à l'oreille. Emplie de reconnaissance pour tout ce qui lui avait permis de vivre ces 3 dernières semaines, elle n'eut qu'une conscience très vague de la main qui caressait affectueusement son épaule. Tout à sa joie, elle ne la sentit pas davantage glisser dans son cou, attraper sa nuque, se faire pressante, sa paume devenir collante et humide. Les scènes de la nuit seraient courtes et faciles, 2, 3 répliques seulement pour son personnage, pas d'obstacle à franchir, aucune gageure. Alors, elle laissa François remplir son verre encore une fois. Elle était calme, parfaitement détendue, comme elle ne l'avait pas été depuis longtemps. L'ingénieur du son venait l'embrasser, le producteur en personne la félicitait pour son travail, la maquilleuse la serrait dans ses bras. Lorsque le premier assistant demanda au comédien de regagner la loge des costumes pour se préparer à tourner la séquence suivante, François l'interrompit. « Je vais d'abord montrer à Muriel la musique que j'ai choisie pour la scène du piano. Et d'ailleurs, il faudra qu'on lui trouve des moments pour répéter. Je ne filmerai pas ses mains, mais il faut quand même qu'elle ait l'air de suivre le tempo. Tu m'organiseras ça ? Bien sûr, François, tu veux que je demande au gars du son de mettre le morceau ? Non, 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 laisse-les finir tranquillement leur dessert. Je l'ai dans ma voiture. » Muriel le suivit. La voiture était à une centaine de mètres. La lune était pleine et pourtant on voyait des milliers d'étoiles, minuscules et brillantes. Elle aurait aimé en faire partie, devenir un de ces points lumineux dans l'immensité du ciel et planer avec les autres en harmonie. Être responsable de cette beauté immuable et silencieuse, que les hommes et les enfants puissent la regarder, elle et ses sœurs lointaines, immortelles, accrochés à leur toile peinte, comme autant de repères fixés pour eux. François lui ouvrit la portière passager, riant de la voir marcher vers lui, les yeux au ciel, la tête rejetée en arrière. Son pied heurta une racine, elle se cogna le front contre la voiture et s'excusa de sa maladresse avant de s'engouffrer dans l'habitacle, un peu sonnée, encore trébuchante. « Tu es prête ?» Il glissa dans le lecteur un prélude de Bach et monta le son au maximum. Elle écoutait la musique attentivement, professionnelle, même si ses pensées flottaient toujours dans ce ciel si bien étoilé. De nouveau, elle se retint de pleurer, en entendant le pianiste égrener les notes avec tant de grâce et de légèreté. Il exécutait cette partition compliquée comme s'il montait en courant d'interminables escaliers, avec une virtuosité étourdissante qui lui donnait envie de danser. Elle se tourna vers François et fut surprise par l'intensité de son regard, éclairé seulement par la lumière du tableau de bord. Ses yeux brillaient, tremblaient comme de petites flammes dans l'obscurité. Soudain, il prit sa tête dans ses mains et la tira brutalement de son côté pour l'embrasser. Sa langue plongea trop loin dans sa bouche avant de tourner dans tous les sens, rapide, nerveuse, chargée d'une salive abondante. Sa langue se tortilla à l'intérieur comme si elle ne voulait plus s'arrêter, petit animal avide, excité. On aurait dit qu'elle ne faisait plus partie de lui, qu'elle agissait seule pour son propre compte, enfin libérée de sa gangue. Puis, telle une anguille se rétractant, elle se retira sans préambule, avec la même précipitation qu'elle l'avait pénétrée, et François s'accouda au volant d'un air satisfait, sans paraître remarquer un seul instant sa stupéfaction et son désir de fuir. Ouais. Voilà. Vous avez une rupture de ton. Oui. Mais non, merci d'avoir abordé ce sujet. Enfin, je pense que pour vous, c'était sans doute devenu complètement... Je ne m'attendais pas du tout à parler de ça. En fait, j'étais tranquillement dans mon histoire d'amitié avec Ziad et Muriel. Et une journaliste du Nouvel Observateur. Donc ça, c'est réel alors. Oui. C'est la question. Dohan Bui Ouais. m'a appelé et m'a demandé, ou plutôt m'a envoyé des SMS et m'a demandé si je pouvais m'exprimer sur l'affaire Weinstein. Et j'en étais incapable. Et j'avais besoin du temps du roman et pas de ces petites phrases qui pourraient faire le buzz et qui ne me permettraient pas en fait de réellement plonger dans la réflexion qui est celle du roman et qui permet d'aborder
ce thème comme je voulais l'aborder, c'est-à-dire encore une fois, de ne pas être dans la dénonciation, mais d'être dans le questionnement de qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à dire non. Pourquoi on n'arrive pas à dire non? Pourquoi on est bloqué? Est-ce que c'est une histoire d'éducation? Est-ce que c'est une histoire de manipulation? Est-ce que c'est une sorte de naïveté? Est-ce que c'est social aussi? Oui. Est-ce qu'on ne nous a pas formaté, nous les femmes, à quand même penser que le désir des hommes est plus important que le nôtre, qu'il prédomine et que j'ai entendu, en parlant avec beaucoup de femmes après ça, des choses étonnantes comme oui, je voulais pas coucher avec cet homme, mais je l'ai fait parce que le pauvre, je pouvais pas le laisser comme ça. Oui. Enfin, je pense pas qu'un homme dise la même chose. Enfin, c'est quand même aberrant dans notre société. Oui. Pourquoi le pauvre et pourquoi pas la pauvre en fait, ou alors c'est cette situation qui n'est pas celle que je décris, mais c'est pour dire que voilà, j'avais envie d'aborder ce thème du consentement d'une façon plus banale que l'avait abordé Vanessa Springora, qui parlait de quelque chose de particulier, c'est-à-dire d'une enfant face à un prédateur, ou le témoignage d'Aden Hanel, où c'était aussi une enfant, d'en parler, mais d'une façon, je veux dire, malheureusement, plus démocratique et plus banale, c'est-à-dire qui nous concerne tous d'une façon ou d'une autre, toutes et tous, qui n'a pas à un moment donné, qui ne s'est pas retrouvé dans cette situation à une fête où bon, on a embrassé, on a flirté, et on se dit ça va être plus compliqué de stopper, faire machine arrière que de laisser le truc se finir et puis on n'en parle plus, quoi. Et ça, non, à n'importe quel moment, on devrait pouvoir dire, ben non, là, j'ai envie de ça, mais pas plus loin. Et je pense que c'est vraiment une question très importante, c'est une question d'éducation. Et je pense que j'ai très confiante sur la jeune génération. Je pense que cette jeune génération va faire beaucoup. Et que tout ce qui se passe là par rapport à ces débats, ces thèmes, plus on en parle, mieux c'est, et qu'on va enfin arriver à une réciprocité et vous en totale. Parlez de manière dépassionnée justement, et je pense que ça, c'est oui, parce que c'est pas contre. On n'est pas là pour être les uns contre les autres. On est là pour justement permettre que la relation soit dans une réciprocité qui est souhaitable pour tout le monde. C'est tellement chouette d'être dans cette réciprocité. Enfin, je pense à cette phrase aussi de Gisèle Halimi, et j'encourage tout le monde à lire le livre d'ailleurs d'Annick Cogent. C'est pas parce que c'est sorti aussi chez Grasset, je ne suis pas corporate, hein, c'est vraiment que c'est un livre intéressant, passionnant même et très touchant. J'aime beaucoup cette phrase de Gisèle Halimi qui dit « Les femmes sont folles de ne pas se faire confiance, les hommes fous de se priver de leur rapport. » C'est une telle évidence. Donc on a toutes et tous à y gagner. Alors, je pense qu'on va être obligé d'arrêter là-dessus. Donc, on n'a pas parlé de Bertrand. On n'a pas parlé de Bertrand et on n'a pas parlé d'Anne parce que, oui, c'est vrai que Muriel, et je l'ai vu d'ailleurs pendant la promotion, j'aime pas ce mot, mais parce que, mais pendant que je parlais et puis dans les débats, a tendance à vampiriser un peu le livre. Mais il y a des parties plus romanesques, effectivement, comme la partie qui concerne Anne et où je me suis autorisé beaucoup plus de délire un peu à la David Lynch, plus fictionné. Je suis partie un peu loin. Dans le polar. Dans le polar, exactement, dans le polar. J'en aurais pas dit beaucoup parce que je me dis que ça serait dommage. Oui. Non, mais c'est bien de le découvrir après et de savoir que voilà, la partie de Muriel est passionnante. Je sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'a passionnée de. On part dans un autre monde. Voilà, de le faire. Mais il y a d'autres parties qui sont voilà dans un autre. Oui, donc un autre registre aussi. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de monde à découvrir, au minimum 4. Voilà. Avec plein de thèmes et de styles sous-jacents. Oui. Alors, on va répondre aux questions. On va répondre aux questions. Ah, chouette. Tout à fait. Alors, normalement, je les ai là, mais apparemment, ça s'est pas. Si, ça y est, ça s'est mis à jour. Je suis très curieuse de voir quelles sont les questions. Est-ce que vous aimeriez, donc c'est une question de Wilfried, qui est à Saint-Ouen en France. Est-ce que Isabelle aimerait que ces livres soient portés à l'écran ou en téléfilm, en film ou en téléfilm?
Alors Wilfried, là, vous tombez dans le mille parce que je viens de voir une scénariste aujourd'hui avec laquelle j'ai discuté d'une adaptation possible du côté des Indiens. J'ai trois producteurs, voilà, qui m'ont parlé déjà pour Les Rêveurs. Mais Les Rêveurs, en fait, j'ai tellement le sentiment d'être retournée dans l'appartement de mon enfance, d'être replongée dans les pages dans les pages du livre, d'être retourner vraiment là-bas. Je suis retournée là-bas et c'était le but, en fait. Vous savez, on a tous ces appartements ou ces maisons d'enfance qu'on a dû quitter. Pourquoi? Parce qu'on était locataire ou parce qu'on a vendu la maison ou parce que, voilà, on a changé de vie. Beaucoup d'entre nous ont vécu ce traumatisme-là de se séparer de sa maison d'enfance. Ben, en écrivant, grâce à l'écriture, et là encore, je vous encourage à écrire, grâce à l'écriture, j'y suis retournée là-bas. Je suis retournée là-bas. Avec des précisions d'entomologiste. Voilà, donc ça c'est fait. Je dis pas que peut-être dans un deuxième temps j'y retournerai, mais en premier lieu j'ai besoin d'écrire un scénario, voilà, pour du côté des Indiens et je pense, enfin je réfléchis en ce moment à le tourner effectivement. Moi qui pensais ne jamais devenir metteur en scène, je réfléchis. C'est une question, voilà, c'est en working progress. Waouh, ouais. Super. Alors, on a une autre question, cette fois-ci d'Angela Petrak, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est en Ukraine. Wow, ça m'impressionne. Alors, qui vous inspire dans votre activité? D'où prenez-vous les idées pour créer quelque chose de nouveau? Alors, je ne sais pas si j'arrive à créer quelque chose de nouveau. J'aimerais bien pouvoir le dire. Là, ça me fait penser à la mouette de Tchekhov avec ce personnage de Treplev, jeune jeune auteur qui parle de formes nouvelles. Il faut créer des formes nouvelles. On peut plus dire un visage encadré de cheveux, encadré. Bon, on l'a trop dit. La lune pâle entourée d'un halo de lumière, on l'a trop dit. Il faut trouver des nouveaux mots. Il faut qui m'inspire pour ça. J'aime beaucoup Richard Brotigan, par exemple, qui est un romancier américain novelliste. Il a écrit surtout des nouvelles, enfin quelques romans, mais avec des formes un peu bizarroïdes, un peu étranges. Tokyo Montana Express. J'adore son écriture parce que elle est très simple. Il n'y a aucune prétention. Il y a une grande sensibilité et en même temps, il y a beaucoup d'humour. Il est complètement fou, quoi, et décalé. Et de la même manière, j'aime aussi beaucoup Lucia Berlin. Donc, je vous encourage vraiment à lire le livre parce que les livres, il y a 2 livres qui ont été publiés en France. Alors, je ne sais pas en Ukraine, mais parce que là aussi, c'est très particulier. Elle écrit que des nouvelles aussi. Et c'est en grande partie inspirée par sa vie, une vie de dingue. Elle a eu 20 000 vies. Elle a été femme de ménage. D'ailleurs, son premier ouvrage s'appelle Manuel à l'usage des femmes de ménage. Mais elle a été aussi assistante dentaire. Elle a eu 4 enfants. Elle a été prof de littérature dans une université américaine. Enfin, voilà. Une femme extrêmement riche et extrêmement touchante. Voilà, pour ne citer que deux personnes qui m'inspirent, qui sont des sources d'inspiration. D'accord. Mais je pourrais en citer beaucoup plus que ça. Il faut que je m'arrête pour répondre à d'autres questions. Oui. Alors, une question de Mélanie Script, Paris. Dans quelle ambiance vous écrivez? Est-ce que c'est plutôt cocooning, dans un café, ailleurs, chez vous? Alors, ça peut être dans les cafés, ça peut être chez moi, ça peut être J'adore écrire dans les trains, parce que dans les trains, ça avance en fait. J'ai l'impression que l'écriture avance en même temps que le train et j'avais même dit à Juliette Jost chez Grasset que si jamais j'avais une panne à un moment donné, je ferais des allers-retours Paris-Nice, ça m'aiderait. Mais vraiment, il y a un côté, ouais, je sais pas, et je me mets une musique. Alors oui, c'est chose aussi qui la condition sine qua non. Je peux être chez moi, dans un café, dans un train, il me faut de la musique pas avec des paroles françaises parce que sinon ça me perturbe, mais ça peut être américain, puisque j'ai un anglais épouvantable. C'est pas un problème pour moi, je comprends rien, donc ça me gêne pas. Et puis surtout que cette musique soit aussi là, comme
comme le train avance, un peu répétitive, qu'elle me donne le sentiment de, oui, d'avancer, quoi. Il faudrait essayer la musique sérielle. Alors. Ben, Philippe Glass, ouais, parfait, voilà. Et effectivement. Ok. Alors, la question suivante, du coup, était un peu la même, puisque c'était vos rituels d'écriture ou vos manies d'auteur. C'est ça, voilà. Par contre, il n'y a pas d'horaire, parce que comme je suis maman de 3 enfants, je me mets un peu entre les gouttes, et au moment où je peux écrire, soit quand ils dorment, soit quand ils sont à l'école, quand j'aime beaucoup quand je joue au théâtre, parce que là, j'ai mes 3 vies. Je me lève le matin, je les amène à l'école. Dès qu'ils sont à l'école, à 9h, j'écris. J'arrête d'écrire à 15h30, je vais les chercher et puis après, je pars jouer au théâtre. Sacré vie. Quand je dis que vous êtes une femme couteau suisse, je ne comprends pas. Hein. Alors, on a une question de Laura Van Itterson, Niagara Falls, Canada. Waouh. Qu'en pensez-vous de l'idée d'un film inspiré par Le bébé est une personne qui s'appellerait La femme est une personne? Oui, merci. Ouais. Ah bah, à vous de l'écrire alors. Voilà. J'arrête pas depuis tout à l'heure à vous encourager à l'écrire. Oui, c'est à vous de l'écrire. Très bonne idée et je pense nécessaire. Oui. J'ai été en direct à Radio-Canada il y a 2-3 jours, et il y a 2 jours, je crois. Et on a parlé aussi c'était passionnant cette émission. J'aurais aimé qu'on continue à discuter, mais l'émission, était réduite. Le timing était réduit. J'avais qu'un quart d'heure d'échange avec le Canada. Mais j'adorerais, par exemple, là, parler avec vous et savoir comment ça se passe, comment l'affaire Weinstein a été reçue, comment vous parlez aujourd'hui, maintenant, du consentement. Et on en parlait pendant l'émission, il y a des grandes différences. Ils sont très étonnés, par exemple, en France, de la façon dont nous sommes clivés par rapport à cette question. On a mis très longtemps à l'aborder. On a mis très longtemps à l'aborder, et la façon dont toute une partie de la population française s'empare de ça avec difficulté, voire réticence, a le sentiment, je pense à Maïwenn Lebesco qui a eu qui s'est exprimé là-dessus il y a quelque temps, en épousant plutôt le point de vue de Catherine Deneuve, qui a étonné tout le monde. Avec cette signature, cette tribune sur le droit à importuner, qui était étonnant, voilà. Enfin moi, en tout cas, qui m'a étonné aussi. Et c'est vrai qu'au Canada, voilà, vous êtes beaucoup plus avancé que nous en matière de féminisme, et donc merci pour votre question. Oui, elle est juste. Et écrivez le livre. Oui. Du coup. Alors, une question de Jean-Baptiste Roux, Canada aussi, à Calgary cette fois-ci. Pour une personnalité réservée, comment dépasser ce sentiment de l'imposteur quand on entre dans le monde de la littérature? Sentiment qui ne devrait pas du tout s'appliquer ici, dit-il. Et comment dépasser ce sentiment pourquoi me lire? Pourquoi quelqu'un me lirait? Je pense que c'est ça le... C'est vraiment. Ça, ah oui, c'est vraiment. Il l'exprime très bien. Merci, parce que c'est tout à fait. Oui, c'est. Pourquoi prendre la parole? Pourquoi ajouter du bruit au monde qui est déjà si bruyant, et en quoi mon bruit va va éclairer les autres, quoi. Après, je pense que moi, ce qui m'a aidé, c'est l'âge. C'est le fait de me dire l'urgence, t'en as tant rêvé, et maintenant l'heure tourne, quoi. Mais c'est pas la légitimité liée à l'âge et à l'expérience, c'est plus attention, le temps passe. Attention, le temps passe, pas l'horloge biologique, mais quelque chose de ça, voilà, qui me dit je vais pas jusqu'à quand je vais attendre, quoi. Et c'était plus possible d'attendre. En fait, c'est le moment où c'est plus possible, comme pour les psys d'ailleurs. Moment où vous pouvez plus ne pas y aller, quoi. C'est impossible. Il faut appeler le psy et il faut y aller parce qu'on n'a pas le choix. Et l'écriture, j'ai l'impression que c'est pareil. C'est quand ça devient trop. Et en ce moment, c'est la même chose pour le 3e. C'est quand je deviens irascible, quand j'ai pas eu ma dose, et que j'ai le sentiment que je suis moins patiente avec mes enfants, et que voilà, il faut que j'arrête de leur faire payer ça, et qu'il faut que j'écrive, parce que comme ça je suis bien, je suis moi-même, je suis bien, et je deviens disponible aussi pour eux,
Heureusement que vous êtes passé à l'écriture, alors, parce qu'on sent que ça remplit vraiment une grosse partie de Oui. votre personnalité et du coup de votre bien-être. Ça a tout changé. Ça a tout changé en moi, mais vraiment. Je suis assez étonnée en fait de voir à quel point c'était important et juste. Et c'est comme un calque en fait du dessin qui s'est mis au bon endroit. Et, À propos du théâtre, vous parliez d'un cadre. Hein. Vous disiez oui. que ça vous donnait un cadre comme un cadre. Oui, ça me tenait. Je sentais moins l'émotion déborder. J'avais un endroit où la mettre. Et là, l'écriture, c'est comme si je pouvais enfin être moi-même, en fait, et pas planquer derrière des personnages, et qui me permettaient, encore une fois, des grands moments de sincérité aussi, et d'exprimer tant de choses. Oui, parce que d'ailleurs, mais c'est encore autre chose de parler en son nom. Je pense, vous avez mis en exergue des rêveurs. Le roman, c'est la clé des chambres interdites de notre maison. Oui, c'est une phrase d'Aragon que je trouve merveilleuse. Ouais. Je voulais citer, puis bon. Oui, oui, c'est un interdit, l'écriture. Enfin, c'était un interdit pour moi. J'avais pas le droit. Voilà. Et là, c'est un peu pareil d'ailleurs, metteur en scène, diriger une équipe, dire à chacun, oui, c'est comme ci et comme ça, et j'écoute, mais finalement, c'est moi qui vais dire à la fin comment ça doit être. Moi qui suis plutôt quelqu'un qui suis très influençable, le dernier qui a parlé a raison, et la question que je redoute le plus, c'est tu crois? C'est vraiment un abîme pour moi quand on me dit tu crois. Bah non, en fait, je sais plus. Je sais pas, non. Je sais plus, malgré ouais. l'écriture et malgré. Ou t'es sûre? T'es sûre? Non, je suis sûre de rien, en fait. Mais après tout, c'est pas grave. Ce que j'allais vous dire, c'est efforcez-vous d'aimer vos questions elles-mêmes, disait Rilke. Et L'être un jeune poète aussi, c'est un beau livre à lire pour se lancer dans l'écriture, ou pour accepter les doutes de l'écriture. Avancer avec les doutes de toute voilà, façon. De toute façon, exactement. C'est ça, hein, on avance avec les doutes, oui. je pense. Donc, Ok. Oui, intéressant. Indira Maksumic, de Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Quels sont les points communs dans la création d'un rôle d'acteur et d'un livre, d'après vos expériences? Alors, quand vous êtes comédien, vous avez un personnage à charge. Vous suivez la direction du personnage. Peut-être même vous connaissez mieux le personnage, votre propre personnage, que le metteur en scène, puisque vous n'avez que ça en tête. Et là, le point commun, c'est que quand on écrit, on en charge tous les personnages. Et aussi cette bulle de fiction. Il y a la même bulle de fiction en réalité. Quand je joue, je me sens protégée par cette bulle de fiction de la même manière que je me sens protégée par la bulle de fiction d'écriture. Il y a la même absence de temporalité, de temps. Quand je joue, j'oublie complètement le temps. Quand je répète, je peux répéter 4, 5 heures, 6 heures, et tout à coup, on sort et « Ah, tiens, il fait nuit ». Et c'est la même chose pour l'écriture, en fait. C'est-à-dire que je pense que je vais écrire une petite heure. Il y a 5 heures qui est passé. Et ils sont passés comme si c'était 2 minutes. Ça, c'est vraiment les points communs. C'est du temps que vous habitez, alors, vraiment. C'est du temps ailleurs. C'est du temps presque spatial, quoi. C'est du temps dans cette capsule ailleurs. Où on plonge dans un autre monde, où si je parle d'un salon, je vois le cendrier qui est sur la table du salon, je vois la couleur, je vois je sens la lumière, l'atmosphère, le rayon de soleil qui réchauffe la nuque derrière. Vous pensez que c'est le cinéma qui a pu aussi vous faire ressentir les choses comme ça, parce que par rapport du côté des Indiens, je l'ai vraiment pensé avec des plans comme un film. Il y a des moments où, surtout dans la dernière partie avec Anne, j'étais toute modestie, je dis pas du tout que c'était ça, mais moi je me rêvais dans un film de David Lynch, quoi. Ah, mais c'est la partie la plus onirique du livre. Assez américaine, hein, d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, elle vole à un moment. Mais ça me touche, là, cette histoire d'être à Sarajevo tout à coup. Je trouve ça tellement touchant. Attendez, il y a aussi une question qui arrive de Jordanie, de Seattle aux États-Unis. C'est incroyable quand même. Pardon, je suis pas très connectée. Moi, je suis pas très geek, donc c'est la première fois que je vis une expérience comme ça, et je trouve ça assez insensé, quoi.
Ouais, Il y a, dans le livre, le personnage de Ziad, à un moment donné, a un espèce de délire parce que il voit le plan du métro qui s'anime. Oui. Et là, j'ai profité pour parler de ma vision, qui n'est pas la mienne d'ailleurs, qui m'a été donnée par un grand metteur en scène, un grand homme de cinéma qui est Alain Resnais, qui disait que pour lui, nous étions tous dans la même toile d'araignée, pris dans la même toile d'araignée, et qu'il suffit qu'un des personnages au bout de la toile s'anime pour que l'autre en ressente les vibrations. C'est un peu l'effet papillon. Oui. Mais en fait, c'est tellement juste, quoi. On l'a vu avec cette histoire de coronavirus. On le vit en ce moment. Complètement. On est si proches, en fait, les uns des autres. C'est étonnant, quoi. Mais vous l'avez complètement exprimé du côté des Indiens. Moi, j'ai vraiment ressenti ça, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est 4 trajectoires différentes, mais dès qu'il y en a un qui bouge son fil, oui, ça fait ça a des répercussions sur les autres. Ouais. Ouais. En positif ou en négatif. Oui, oui, absolument. Pardon. Et donc, la question de... Pardon pour cette parenthèse. La question de Inès Elias, qui est en Jordanie, Amman, en Jordanie. Tout d'abord, vous êtes mon actrice préférée et je suis ravie de vous entendre. Ah bon, en Jordanie? Oui. Comment? Là, je suis un peu frustrée de ne pas parler avec cette personne et de lui dire, mais tu as vu mes films en Jordanie? Bon, on va organiser un live. Comment décririez-vous Isabelle Carré, la personne, l'auteur, l'actrice, et qu'est-ce qui dit les trois? Comment je me définirais? Là, c'est vraiment une question... Et le pire, c'est ce qui fait tellement peur, c'est décrivez-vous en 2 mots. Waouh. J'ai beaucoup de mal à ce qui lirait ces 3 aspects de ma vie. L'actrice, la femme de théâtre, c'est ça, et la personne, l'auteur et l'actrice. Ce ne serait pas l'imagination, des fois, l'imagination qui permet de se sauver. Oui, merci. L'imagination, c'est beaucoup. L'imagination et peut-être il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup encombrée parce que c'était un peu douloureux avant et maintenant j'arrive à en faire quand même une force, en tout cas dans ces moyens d'expression. Grâce à ces moyens d'expression, c'est l'empathie. Ça se sent très fort dans ce que c'est vrai que j'étais encombrée au début parce que j'ai mal aux autres, c'était vraiment ma sensation, on va dire ce qui me définissait un peu. J'ai mal aux autres, quoi. J'avais mal en voyant ma mère et mon père souffrir, se chercher avec autant de difficultés, chercher leur place avec autant de difficultés. J'avais mal aux autres en voyant ces SDF dans la rue. Un des premiers souvenirs que j'ai enfant, c'est avec mon frère. On avait vu un documentaire sur les SDF. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque, on appelait ça les clochards. Et on avait rassemblé tout ce qu'on possédait, donc nos jouets. Et on avait tout jeté par la fenêtre, ce qui était complètement con et très dangereux. Mais on n'avait pas conscience, en fait, du danger. Et nous, on voulait tout donner, quoi. Voilà, on voulait les aider et on ne savait pas comment le faire. Vous en parlez un petit peu d'ailleurs du côté des Indiens. Oui, il me semble. Oui. Chez le papa. Oui. C'est une scène qui m'a beaucoup. Et d'ailleurs, alors on n'a pas eu le temps de parler de tout ça, mais il y a plein de. Vous plantez plein de petites graines que vous ne développez pas forcément du côté des Indiens. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Vous parlez à un moment des voisins qui vont remplacer Muriel dans l'appartement, qui sont un couple de vieilles personnes rescapées de la Shoah. Oui. Et en fait, alors voilà, vous évoquez juste ça. Ce couple, la relation silencieuse qui va se mettre en place. Lisez le livre pour savoir comment. Mais ça, c'est vrai que c'est une histoire qui m'est arrivée, en fait. J'avais non pas des voisins, mais une voisine. Et sa boîte aux lettres avait été taguée. Et on avait transformé son nom avec ce tag en nom d'un camp de concentration. Et je me suis toujours demandé comment... Alors moi, j'ai pas été comme Ziad à repeindre et à essayer de réparer. Et en fait, j'ai tellement regretté de ne pas avoir fait ça. Et je me disais, tous les jours, cette femme va chercher son courrier et voit cette inscription. Et elle-même n'avait pas cherché à le masquer. Et ça m'avait bouleversée, en fait. Et donc, c'est un peu un hommage à cette voisine. Enfin, là, c'est parsemé de tous ces hommages. Hein, on retrouve beaucoup de petites... le papa de Ziad, en particulier. Vous évoquez de manière des petites touches. Donc,
On sait qu'il a les cheveux crépus. On finit par savoir qu'il s'appelle, ça y est, j'ai oublié, non, c'est pas Alaoui, oui. Et puis c'est tout, vous n'en dites pas plus. Et donc, à nous de faire le boulot. Alors ça, ce qui se passait, ça c'était vraiment lié à, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission où Zemmour avait parlé du fait qu'il fallait qu'on ait tous des prénoms d'origine française. Et moi, je trouve très touchant qu'on puisse avoir des noms qui parlent de nos ancêtres. Oui. Et ça fait partie de cette transmission. Enfin, on peut pas couper cette transmission-là. Et en même temps, j'avais aussi envie de parler de tous les gens que je connais, tous ces amis à qui on dit toujours, mais alors t'es de quelle origine? Ben, je suis français en fait, et d'être toujours renvoyé à ça. Alors, ça peut paraître paradoxal ce que je dis, mais l'origine, le passé, on en parle si on en a envie, en fait. Oui. Et on doit pouvoir être libre par rapport à ça. Et si on a envie de transmettre à ses enfants, on le fait. Et par contre, si on n'en a pas envie qu'on vous le dise tous les jours, hein, pourquoi ci, pourquoi ça, voilà, c'est donc cette délicatesse-là, je pense qu'elle est, enfin, c'est pas de la délicatesse, c'est le b.a.-ba en réalité. Et j'avais envie de parler de ce petit garçon qui s'appelle Ziad, mais de jamais expliquer pourquoi. Il s'appelle Ziad, point. Ouais. Et c'est tout. Et en même temps, on voit, il parle de sa grand-mère qui se penche sur son petit tapis de prière, et lui n'est pas est croyant à sa façon. Il n'a pas appris toutes les traditions. Il croit à sa façon, et voilà, c'est tout ce. Ça me fait penser à cette phrase que j'aime beaucoup, qui est ma vision qui est un livre de la littérature hassidique. Qui est le livre de chevet de Hermann Hesse, de Martin Buber, que je vous encourage à lire, qui s'appelle Le chemin de l'homme, et qui dit que l'universalité de Dieu réside dans la multiplicité des chemins qui mènent à lui. Qu'il y ait autant de chemins qui mènent à Dieu, mais c'est ça qui fait son universalité. C'est ça qui fait la richesse. C'est ça qui fait, qu'on est si différents, si riches, et tous indispensables et uniques. Et vous distillez beaucoup de choses. Bon, voilà. On me fait signe en régie. Oh là là, pardon, je suis trop bavarde. Non, mais c'est pas du tout. Pensez-vous pouvoir faire des présentations du livre dans les écoles quand ça sera possible? Ce sera la dernière question. Ah, ben c'est drôle parce que il y a pour les rêveurs, j'étais très touchée en allant en Suisse, un professeur de 4e, je crois, ou 3e, avait pris ce livre comme livre de lecture, et ça m'avait beaucoup touchée, quoi, d'être dans une école. Tout à coup, je me suis sentie très, mais je pense que c'est là pour le coup très légitimée. Mais vous abordez des et ça m'a beaucoup touchée, ouais. Parler dans les écoles, oui, j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien. Effectivement, c'est peut-être à moi d'y aller d'ailleurs, mais voilà, je suis d'accord. Ce soir. Je suis entièrement d'accord, et j'ai déjà donné des cours de théâtre dans des écoles, dans des petites d'ailleurs, pour plutôt des écoles de CE1, CE2, CM1. Et ça m'a beaucoup plu de donner des cours de théâtre, et j'ai envie de continuer à le faire. Oui. C'est très important de transmettre, et j'ai très envie de donner aussi des cours dans des écoles de théâtre plus tard. J'avais sollicité le Conservatoire national d'art dramatique, et on avait même fixé une date d'un grand stage, et malheureusement, ce qui n'arrive jamais, le tournage de Gaulle a été avancé. Ça n'arrive jamais qu'un tournage soit avancé, il est plutôt reculé en général, et du coup, j'ai pas pu honorer cet engagement, et je le regrette beaucoup. Voilà, donc ça vous fait un projet, oui, un projet, oui, à votre absolument. arc. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Est-ce que je peux remercier tous les gens qui étaient là, et puis ceux qui sont en France, mais ceux qui sont loin. Ça m'a ému d'être avec vous si loin, voilà. Et moi, alors après, je vais donner des petites informations, mais je vais conclure par rapport à vous en particulier. Vous dites dans Les Rêveurs, toutes les époques subsistent en nous à la façon des matrioshkas. Ça me touche beaucoup, et du coup, voilà, je vais vous faire un petit cadeau.
Parce que, Une matrioshka. et ben voilà. Ah. En plus, elles sont rouges. Hein. Je crois savoir que le rouge. Alors, je les ai mises dans une elle est pochette pour que vous jolie, puissiez les merci. récupérer. Merci Voilà. beaucoup, bon, on va la montrer, merci. Ah, oui, Parce que cette vision des choses, déjà, m'a beaucoup touchée. voilà. Et puis, vous en parlez quand même à 2 reprises. Donc, Oui, j'ai trouvé je ça pense bien. qu'effectivement, tout est là, même si on pense l'avoir oublié, tout reste, tout demeure. Ah. Tout demeure et s'éclaircit, c'est la fin du livre des rêveurs. Et on garde en nous, j'ai en moi la petite Isabelle, à plein d'âges différents. Et de temps en temps, d'ailleurs, elle surgit à certains moments. Et c'est pour ça qu'on se comporte parfois comme des enfants. Et on se dit, mais pourquoi j'ai manqué à ce point de maturité? Il faut pas nous en vouloir. C'est juste que, voilà, on l'a laissé parler à ce moment-là. Et c'est bien aussi. Ok, bah, écoutez, merci. Merci à vous. Alors, avant de nous quitter, je veux vous donner des informations sur la suite de la programmation de l'Alliance française. Donc, l'Alliance française Paris vous donne rendez-vous pour 2 nouvelles rencontres au mois de décembre. Dans le cadre du cycle de rencontres proposé par le CE de la RATP et l'Alliance française de Paris, nous vous proposons le jeudi 10 décembre à 18 h une conférence du climatologue Jean Jouzel qui viendra évoquer la question du réchauffement climatique en marge de la Journée mondiale du climat. Et puis, une rencontre littéraire qui aura lieu le 8 décembre à 18 h 30, proposée par l'Alliance française de Paris et l'Institut français, avec le soutien de la Fondation des Alliances françaises. Et en fait, il s'agira d'une nouvelle édition du cycle « Je viens de loin, j'écris en français », et avec 2 auteurs d'origine algérienne, Mohamed Aïssaoui et Abdelkader Djemaï, qui viendront parler de leur rapport à la langue française et de l'écriture. Voilà, merci de nous avoir regardés. Merci encore. Merci Isabelle beaucoup. Merci pour vos questions et tout ça. Merci beaucoup. Je vous en beaucoup. prie. Et merci pour vos questions à vous aussi, Oui. d'ailleurs. Voilà, bonne soirée.